Ma femme faisait venir son amant pendant que je travaillais tard, mais un jour, je suis rentré plus tôt, et j'ai trouvé un inconnu blessé devant chez moi, pendant que ma femme pleurait. Quelque chose clochait dans la rue quand j'ai tourné au coin. Des lumières rouges et bleues, des voitures de police, une ambulance, et ma maison en plein milieu du chaos. Un homme effondré à l'entrée. Ma femme qui pleure sur le canapé. La police pensait que c'était moi qui avais fait ça. Mais je ne savais même pas qui était ce type. Et son histoire n'avait aucun sens. La radio passait une chanson pop complètement oubliable quand j'ai tourné dans Maple Street. Mon esprit quittait doucement le mode « travail » pour passer en mode « maison », comme tous les soirs à 18h47. 14 ans à faire le même trajet avait conditionné mon corps à se détendre à mesure que j'approchais de notre paisible quartier résidentiel. Mes épaules se relâchaient, ma mâchoire se desserrait, le stress de l'entrepôt s'évaporait au fil des repères familiers. Mais ce soir-là, la rue était étrange. Des lumières rouges et bleues clignotaient contre le ciel du crépuscule, peignant les pelouses impeccables des voisins de teintes d'urgence angoissantes. Les voitures de police bordaient le trottoir comme un convoi militaire, avec des radios qui grésillaient des codes que je ne comprenais pas. Une ambulance bloquait la rue, ses portes arrière grandes ouvertes, pendant que les ambulanciers s'affairaient autour d'un brancard. Ma maison, notre maison, était l'épicentre de tout ça. Des rubans jaunes flottaient autour de la propriété comme les guirlandes d'une fête tout droit sortie de l'enfer. Un policier en uniforme montait la garde au portail, les bras croisés, l'air impassible. Sur le trottoir, là où les invités se gardent d'habitude, une berline de luxe était en feu, des flammes orangées léchant le ciel, pendant que les pompiers dirigeaient leurs lances à incendie vers le brasier. Je me suis garé dans l'allée et j'ai coupé le moteur, mon corps agissant en pilote automatique pendant que mon cerveau tentait de comprendre la scène. Ça ne pouvait être qu'une erreur, un accident impliquant les voisins et qui aurait débordé chez nous. Claire devait sûrement être à l'intérieur, regardant par la fenêtre, aussi choquée et perdue que moi. Le policier s'est avancé quand j'ai approché, une main posée négligemment sur sa ceinture. « Monsieur, vous devez rester à distance de la scène. » J'ai sorti mon portefeuille et montré ma pièce d'identité. « C'est ma maison. Jason Miller. J'habite ici. » Que s'est-il passé? Ma femme va bien? Il a examiné mes papiers plus longtemps que nécessaire, comparant 2 fois mon visage à la photo. Elle est à l'intérieur, monsieur. La détective Morrison va vouloir vous parler. Il m'a fait passer sous le ruban de sécurité, et j'ai aperçu les ambulanciers en train de charger un homme dans le véhicule. Il avait le visage en sang, inconscient, et portait un costume cher, maintenant en lambeaux. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. La détective Morrison est apparue à mes côtés, une femme d'une 40aine d'années, avec des yeux perçants qui semblaient scruter chaque nuance de mes réactions. « Vous connaissez cet homme, monsieur Miller? » « Non. Je ne l'ai jamais vu. »« Qui est-ce? Que s'est-il passé ici? » Elle n'a pas répondu directement. « Où étiez-vous ce soir? » Les questions semblaient irréelles, comme si on me demandait de prouver mon innocence dans une histoire que je ne comprenais même pas. « Au travail. Riverside Logistique. Je suis le chef d'équipe du service de soirée. Je suis parti à 18h30. Comme toujours. Il y a des caméras, des pointages, des collègues témoins. Elle écrivait dans un petit carnet, sans me regarder. Il nous faudra ces éléments. Puis elle a poursuivi. Votre femme dit que cet homme est un ami qui est passé à l'improviste. Elle dit qu'il a été agressé devant chez vous et que sa voiture a été incendiée. Vous avez une idée de qui aurait pu faire ça? Le sol semblait se dérober sous mes pieds. Claire n'avait jamais mentionné d'amis hommes que je ne connaissais pas. En 12 ans de mariage, elle n'avait jamais reçu de visite surprise. Elle était bien trop maniaque de l'ordre pour ça, trop organisée dans sa routine. Je ne comprends pas, Claire ne reçoit jamais d'amis à l'improviste. Elle planifie toujours à l'avance. Elle est très méthodique à ce sujet. Les sourcils de la détective se sont légèrement haussés. Méthodique? Elle aime se préparer, cuisiner quelque chose de spécial, nettoyer la maison de fond en comble. Quelqu'un qui débarque comme ça la mettrait en panique. Même en disant cela, j'ai réalisé à quel point ça sonnait étrange, comme si je décrivais une inconnue, pas ma propre femme. Et vous n'avez aucune idée de quelqu'un qui vous en voudrait? Quelqu'un qui voudrait vous envoyer un message en attaquant un visiteur chez vous? L'allusion m'a glacé le sang. Il pensait que c'était moi. Que j'étais rentré, que j'avais trouvé un homme chez moi,
que je l'avais passé à tabac avant d'incendier sa voiture. L'idée était absurde, mais le visage de la détective était trop sérieux pour qu'on en rie. Détective, j'étais au travail depuis 14 heures. Je supervise une équipe de 8 personnes qui peuvent en témoigner. Il y a les pointages, les caméras de sécurité, probablement une vingtaine de personnes qui m'ont vu dans l'usine pendant que tout ça se passait. Elle a hoché la tête, notant encore. Nous allons devoir vérifier tout cela, bien sûr. En attendant, vous devez comprendre que c'est une scène de crime active. Nous devons examiner la maison et les alentours. Je peux voir clair? Ai-je demandé. Pour la première fois, l'expression de la détective s'est un peu adoucie. Elle est très secouée. Elle dit qu'elle n'a jamais vu quelque chose d'aussi traumatisant de sa vie. Je suis entré dans la maison, passant devant d'autres policiers qui prenaient des photos et collectaient des preuves. Notre salon avait été transformé en salle d'interrogatoire, avec des carnets de notes et du matériel d'enregistrement éparpillé sur l'ancienne table basse de Claire. L'air sentait la fumée du véhicule en flammes devant la maison. Claire était assise sur notre canapé, enroulée dans une couverture de la police, le maquillage coulant sur ses joues, les mains tremblantes autour d'une tasse de café. Quand elle m'a vu, de nouvelles larmes ont jailli. Jason. Mon Dieu, c'était horrible, a-t-elle dit. Je me suis assis à côté d'elle, instinctivement, tendant la main pour la réconforter. Mais quelque chose dans sa posture m'a fait hésiter. Oui, elle tremblait. Mais il y avait autre chose dans son regard. Quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Que s'est-il passé, chérie? Qui était cet homme? Ai-je demandé. Elle a répondu vite. Trop vite. Je ne sais pas. Enfin, c'était juste un ami. Quelqu'un que j'ai rencontré à la salle de sport. David, quelque chose. Il est passé pour nous inviter à rejoindre son club de lecture. Un club de lecture? Claire n'avait pas lu quelque chose de plus long qu'un article de magazine depuis que je la connaissais. La détective Morrison observait notre échange attentivement, notant notre langage corporel, nos mots, la manière dont Claire évitait mon regard en parlant. Je sentais le poids des soupçons s'enrouler autour de moi comme un filet. Et le pire, c'est que je ne pouvais même pas leur en vouloir. Si j'avais été enquêteur, j'aurais aussi suspecté le mari. Les pompiers ont maîtrisé l'incendie du véhicule, dit Morrison. Nous devons maintenir la scène isolée pendant la nuit pendant que notre équipe collecte tous les éléments. Monsieur Miller, vous êtes autorisé à rester chez vous, mais sachez que vous êtes toujours considéré comme une personne d'intérêt dans cette enquête. Personne d'intérêt. L'expression résonnait dans ma tête pendant que la détective rangeait ses affaires. Dehors, l'ambulance s'éloignait avec le blessé, et les pompiers continuaient à arroser les restes fumants de la berline de luxe. J'étais libre de rentrer chez moi, mais plus rien ici ne serait jamais comme avant. La porte d'entrée s'est refermée derrière le dernier policier à 23h30, nous laissant seuls, Claire et moi, pour la première fois depuis le chaos. Le silence était plus lourd que l'agitation précédente. Plus de radios, plus de bottes claquant sur le parquet, plus de voix autoritaires discutant de preuves et de témoignages. Juste ma femme et moi. Claire avait enlevé la couverture et faisait les 100 pas entre la cuisine et le salon, se tordant les mains, murmurant des bouts de phrases. Je n'arrive pas à croire que ça soit arrivé. Pauvre David. Qui aurait pu faire une chose pareille? David. Elle avait prononcé son prénom 3 fois. Et chaque fois avec une familiarité qui ne collait pas à son histoire de simple connaissance. Ma voix est sortie plus calme que je ne l'étais réellement, avec le même ton que j'utilise au travail avec les employés difficiles. Assieds-toi, Claire. Il faut qu'on parle. Elle s'est assise au bord du fauteuil en cuir, celui qui tourne le dos au canapé. C'était la première fois que je la voyais ne pas s'asseoir à côté de moi quand on était seul. Son mascara avait été rafraîchi pendant les interrogatoires, mais son rouge à lèvres avait disparu, et je ne pouvais m'empêcher de me demander à quel moment exact elle l'avait perdu. Parle-moi de David, ai-je demandé. Je t'ai déjà tout dit. À toi, et à la police. C'est juste quelqu'un de la salle de sport qui. Quel est son nom de famille? Les jeux interrompus. La question est restée suspendue dans l'air. La bouche de Claire s'est ouverte puis refermée comme celle d'un poisson. Ses yeux se sont tournés vers la fenêtre, là où la carcasse calcinée du véhicule était encore visible sous la lumière du lampadaire. Davison. Il s'appelle Davison. Et il est de quelle salle de sport? Ai-je insisté.
Quoi? Dit-elle, confuse. Tu vas à fitness plus depuis 3 ans. Je t'y ai récupéré des dizaines de fois. C'est qui ce coach David? Il donne quel cours? Son visage a commencé à s'effondrer. Le masque de contrôle qu'elle avait gardé devant la police se désintégrait, laissant place à quelque chose de brut, de désespéré. Ce n'est pas un coach. C'est juste un membre qui... Claire, je me suis penché en avant, gardant le ton posé. J'ai vu les relevés de ta carte de crédit. Tu n'es pas allé à la salle depuis 6 mois. Le silence qui a suivi était assourdissant. Dehors, un chien a aboyé une fois, puis plus rien. Le frigo bourdonnait dans la cuisine. La respiration de Claire devenait rapide, saccadée, comme si elle allait faire une crise d'angoisse. Jason, je peux tout expliquer. Elle a tenté de continuer, mais je l'ai interrompue. Vraiment? Parce que j'essaie de comprendre cette soirée, et rien n'a de sens. Un inconnu débarque chez nous. Un type qui conduit une BMW à 60 000 $. Il se fait tabasser jusqu'à perdre connaissance dans notre allée. Sa voiture est incendiée. La police pense que c'est moi. Et ma femme prétend à peine connaître la victime? Les mots ont jailli de sa bouche, aigus, désespérés. Je ne sais pas qui lui a fait ça. J'étais dans la maison quand c'est arrivé. J'ai entendu des cris, du verre cassé. Quand j'ai regardé par la fenêtre, David était déjà au sol et la voiture en feu. J'ai tout de suite appelé les secours. Et qu'est-ce qu'il faisait ici, Claire? Ai-je demandé. Elle s'est serrée dans ses bras, se balançant doucement. Il voulait juste discuter de certaines choses, des choses personnelles. La vérité était là, dans les espaces entre ses mots, dans la manière dont elle évitait mon regard, dans la courbure coupable de ses épaules. Ma femme, celle avec qui je partageais le lit depuis 12 ans, qui savait comment je prenais mon café et de quel côté de l'évier je préférais me raser, était devenue une étrangère dans notre propre maison. La colère qui m'envahit était glaciale et pure, comme si je marchais face à un vent polaire. Ce n'était pas cette rage chaude et explosive du moment, mais quelque chose de plus profond, de plus permanent. Un basculement fondamental dans la façon dont je voyais Claire, notre mariage, et la dernière décennie de ma vie. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. Jason, je t'en supplie, tenta-t-elle. Depuis combien de temps tu couches avec lui? Ai-je insisté. Son visage s'est effondré pour de bon. Les larmes coulaient librement, pendant que la dernière de ses illusions tombait. 6 mois. Mais ça ne voulait rien dire. C'est juste que, je me sentais seul, tu travailles tellement, et avec lui je me sentais. Dehors. Ai-je crié. Je me suis levé. Chacun de mes gestes était lent, maîtrisé, calculé. Va-t'en. Prends ce dont tu as besoin pour la nuit. Tu vas dormir dans la chambre d'amis. Jason, on peut surmonter ça. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. C'est toi que je choisis. David c'était juste. David c'était juste quoi, Claire? Juste une erreur qui a duré 6 mois de mensonges? Une erreur qui a ramené la police chez nous et fait de moi un suspect dans une affaire de violence? Elle a essayé de me toucher, attrapant la manche de ma chemise. S'il te plaît, mon amour. Je suis désolé. Tellement désolé. Je ne le reverrai plus jamais. Je ferai tout pour réparer ça. J'ai regardé ses mains sur mon bras. Les mêmes mains qui avaient caressé un autre homme dans notre maison. Les mêmes mains qui avaient retiré son alliance à un moment quelconque cette nuit-là. J'appelle Patricia demain matin, ai-je dit, en parlant de l'avocate qui avait rédigé notre contrat prénuptial il y a 12 ans. Je vais faire valoir chaque clause. Tu l'as signé, Claire. Tu as accepté que l'infidélité entraînerait la perte de la pension, du partage des biens, de tout. La couleur a disparu de son visage. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Elle est restée là un moment, chancelante, comme si elle allait s'évanouir. Puis, sans rien dire d'autre, elle est montée à l'étage. J'ai entendu les tiroirs s'ouvrir, les portes claquer, les vêtements entassés à la hâte dans une valise. Je suis resté dans le salon, à fixer les restes calcinés de la voiture de son amant. La police l'avait recouverte d'une bâche, mais sa silhouette était reconnaissable entre mille, un monument à la destruction de mon mariage. 20 minutes plus tard, Claire est descendue avec une valise et un oreiller. Elle s'est arrêtée devant la porte de la chambre d'amis et m'a regardé,
les yeux rouges et gonflés. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Mais c'est arrivé, l'ai-je interrompu. Et maintenant, on va devoir affronter les conséquences. La porte de la chambre s'est fermée dans un clic discret. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu ses sanglots, profonds, déchirants, traverser les murs. Je suis monté dans notre chambre, où son parfum imprégnait encore les draps. Pour la première fois depuis des années, j'avais le lit king size pour moi tout seul. Je me suis allongé sur le dos, les mains derrière la tête, fixant le plafond, pensant à la logistique, au divorce, à la protection des biens, aux caméras de sécurité du travail qui me disculperaient. Au bout du couloir, les pleurs de Claire se sont peu à peu estompées jusqu'à devenir un silence entrecoupé de reniflements. J'ai dormi mieux que depuis des mois. Patricia Hendricks avait ce genre de bureau qui pousse les gens à dire la vérité. Des étagères du sol au plafond remplies de livres de droit, des diplômes prestigieux accrochés au mur, et une vue imprenable sur le centre-ville, tout hurlait « réussite ». Elle exerçait le droit de la famille depuis 25 ans, et sa réputation pour rédiger des contrats prénuptiaux en béton était légendaire dans notre cercle social. Elle feuilletait le dossier qu'elle venait de sortir de l'armoire. Je me souviens bien de cette affaire. L'avocate de votre femme a essayé de l'empêcher de signer ce contrat 3 fois. J'étais assis de l'autre côté du bureau en acajou, portant mon meilleur costume, avec une mallette pleine de documents. Elle a signé quand même. Et maintenant, je veux faire appliquer chaque clause. Patricia lut à haute voix. Clause d'adultère, section 4. En cas de relation extra-conjugale de l'une des parties, la partie fautive perd tout droit à la pension, au partage des biens et à l'accès aux actifs communs acquis pendant le mariage. Elle me fixa par-dessus ses lunettes. Vous avez des preuves de cette liaison? J'ai fait glisser une clé USB sur la table. Rapport de police de mardi soir. Déclaration de mon épouse reconnaissant une relation de 6 mois avec la victime. Relevé de cartes de crédit prouvant des hôtels, des dîners, des cadeaux que je n'ai jamais reçus. Patricia connecta la clé USB, passa plusieurs minutes à examiner les fichiers et prit quelques notes sur son carnet. Le rapport de police, en particulier, était accablant. Les propres mots de Claire, donnés sous interrogatoire officiel, admettant sa relation avec David Morrison. C'est de l'infidélité pure et simple selon les termes de votre contrat prénuptial, déclara finalement Patricia. Mais Jason, je dois vous poser la question, avez-vous eu quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à cet homme? J'étais au travail mardi de 14h à 18h30. Caméra de sécurité, pointage, 8 témoins. La police a déjà confirmé mon alibi. Parfait. Parce que s'il existe la moindre preuve que vous avez orchestré la violence contre l'amant de votre épouse, cela pourrait compliquer le divorce. Elle s'est adossée à sa chaise, m'observant attentivement. Vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Aucune envie de réconciliation. La question m'a paru presque absurde. Patricia, elle m'a menti pendant 6 mois. Elle a fait entrer un autre homme dans notre maison. Dans notre lit. Elle m'a exposé à des risques légaux et à la suspicion de la police. Avec quoi, exactement, suis-je censé me réconcilier? Certaines personnes considèrent l'infidélité comme une erreur qu'on peut pardonner. Certaines personnes sont naïves, ai-je répondu. Patricia esquissa un sourire sec. C'est juste. Je vais déposer les papiers cet après-midi. Selon votre contrat, Claire aura 7 jours pour quitter le domicile conjugal et 30 jours pour engager son propre avocat. Elle conserve ses effets personnels, sa voiture, et c'est tout. Le reste, la maison, les investissements, les fonds de retraite vous revient. Combien de temps avant que le divorce soit officiel? Ai-je demandé. 6 à 8 semaines, si elle ne conteste pas. Mais vu la solidité du contrat et les preuves d'adultère, tout avocat censé lui dira d'accepter les conditions. Je suis sorti du cabinet de Patricia plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Le soleil semblait plus brillant, la circulation plus fluide, et même la musique d'ascenseur paraissait moins agaçante. Pour la première fois depuis mardi soir, j'avais un avenir clair devant moi. Claire m'attendait quand je suis rentré à la maison. Assise à la table de la cuisine avec une tasse de café et un air d'optimisme forcé. Elle s'était maquillée avec soin, coiffée, portait cette robe bleue que j'avais une fois complimentée. Sa tentative désespérée de normalité en devenait presque pathétique. Dès que je suis entré, elle déclara. J'ai réservé une table au restaurant pour ce soir, 19h30. Je me suis dit qu'on pourrait parler, vraiment, de comment arranger les choses.
J'ai posé ma mallette sur le comptoir et desserré ma cravate. Annule. Jason, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais on peut s'en sortir. J'ai déjà appelé la docteure Ethan pour une thérapie de couple. Elle a une dispo la semaine prochaine. Claire, arrête. Les papiers étaient dans ma mallette signés, notariés, prêts à être déposés. Mais en la regardant là, dans cette robe, essayant désespérément de sauver ce qu'elle avait elle-même détruit, j'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait à de la pitié. Tu dois appeler un avocat. Aujourd'hui ? Demanda-t-elle, déconcertée. Aujourd'hui. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Son visage pâlit. Tu plaisantes, là ? J'ai déposé la demande de divorce ce matin. Tu recevras les papiers demain. La tasse de café glissa de ses mains et se brisa sur le sol carrelé. Le liquide chaud s'étala, et elle fixa le désastre comme si elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Tu ne peux pas être sérieux, Jason. C'était juste une erreur. Tu as fait la même erreur, tous les jours pendant 6 mois, les jeux coupés. Elle recommença à pleurer, mais ce n'étaient plus les sanglots brisés de mardi soir. C'étaient des larmes de colère, de panique, de manipulation. Très bien. Divorce-moi, alors. Mais tu ne peux pas me jeter à la rue sans rien. Je t'ai donné les plus belles années de ma vie. Et tu m'as donné 12 années de mensonges. Et selon notre contrat, l'infidélité signifie que tu n'as droit à rien. La transformation fut immédiate. Les larmes cessèrent. Son visage se durcit. Et pendant un instant, j'ai vu qui elle était vraiment, derrière toute sa mise en scène. Enfoiré. Tu as tout planifié. J'ai juste prévu la possibilité que tu sois exactement la personne que tu es. Elle se leva brusquement, faisant grincer la chaise sur le carrelage. Je vais me battre. Je vais tout contester. Aucun juge ne fera appliquer ce contrat ridicule. Bonne chance. Patricia Hendricks pense le contraire, ai-je rétorqué. Rien que la mention de ce nom provoqua un choc. Patricia était connue dans notre entourage, et Claire savait exactement ce que cela signifiait. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle, reculant vers l'escalier. Tout va trop vite. Prends le temps qu'il te faut. Tu as 7 jours pour partir. Elle s'arrêta au pied de l'escalier, tenant la rampe. Et l'enquête ? Et s'ils t'arrêtent ? Ils ne le feront pas. Mon alibi est solide. Mais si jamais. Claire, je n'ai pas blessé ton petit ami. Mais je ne vais plus porter les conséquences de ces problèmes à ta place. Elle monta les marches sans dire un mot. 1 heure plus tard, je l'ai entendue au téléphone, sûrement avec sa sœur ou sa mère, racontant une version où elle jouait les victimes. Qu'elle raconte. Demain, tout ça ne serait plus qu'un dossier administratif. J'ai commandé chinois et dîné seul à la table de la cuisine, lisant l'inventaire préliminaire des biens établis par Patricia. La maison, les investissements, les comptes de retraite, tout me reviendrait, exactement comme nous l'avions décidé il y a 12 ans, quand Claire était si impatiente de m'épouser qu'elle avait signé tout ce que je lui avais présenté. Ce soir-là, j'ai dormi dans notre lit. Claire, elle, est restée dans la chambre d'amis. À travers les murs, je l'entendais passer des appels, sa voix oscillant entre les pleurs et la colère, cherchant désespérément quelqu'un qui lui dirait ce qu'elle voulait entendre. Mais les chiffres ne mentent pas. Et les contrats non plus. Dans quelques semaines, je serai totalement libre d'elle, avec mes biens intacts et la conscience tranquille. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un roi. La salle d'interrogatoire du commissariat était exactement ce qu'on imagine, lumière fluorescente, table en métal, chaise qui avait connu des jours meilleurs. La détective Morrison était assise en face de moi avec un énorme classeur et un enregistreur allumé, repassant pour la 3e fois en 4 jours ma chronologie. Donc, vous avez quitté le travail à 18h30 mardi, dit-elle en consultant ses notes. Votre superviseur confirme. Les caméras montrent que vous avez pointé à 18h32. C'est exact, répondis-je. Vous êtes rentré directement chez vous ? Directement. Même itinéraire que d'habitude. Elle tourna quelques pages. Nous avons vérifié votre présence, interrogé votre équipe, visionné les caméras de l'entrepôt. Tout concorde. Je gardais l'expression calme que j'avais adoptée depuis le début. J'espère que cela vous aide à éclaircir les choses. Ça aide, oui.
Vous n'êtes plus considéré comme une personne d'intérêt dans l'agression de la victime. Ah! Je n'avais même pas réalisé à quel point ce poids pesait sur mes épaules, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Heureux de l'apprendre. Vous avez des pistes sur ce qui s'est réellement passé? La détective Morrison referma son dossier et éteignit l'enregistreur. Entre nous, Monsieur Miller, ce genre de crime entre souvent dans deux catégories, violence aléatoire, ce qui n'est clairement pas le cas ici, ou conflit personnel. Étant donné que Monsieur Davison rendait visite à votre épouse et s'est fait agresser devant chez vous. Elle laissa son insinuation flotter dans l'air. Vous pensez que Claire est liée à ça? Je pense que votre femme ne vous a pas tout dit sur la nature de sa relation avec la victime. Mais, ce n'est plus votre problème, n'est-ce pas? Je pouvais presque entendre le bruit du divorce dans sa voix. Les nouvelles vont vite dans une petite ville, surtout quand Patricia Hendricks est dans la boucle. Non, ce n'est plus mon problème. Sortir du commissariat fut comme émerger d'un tunnel. Le soleil de l'après-midi chauffait mon visage et je n'avais nulle part où aller, sauf chez moi. L'enquête, pour moi, était close. Et les problèmes de Claire devenaient rapidement ceux de quelqu'un d'autre. Mais en traversant la ville en voiture, mon esprit revint à la nuit de mardi. Pas à la version propre que j'avais racontée à la police. Mais à ce qui s'était réellement passé. En effet, j'avais quitté le travail à 18h30, comme je l'avais dit. Mais je ne suis pas rentré directement à la maison. À la place, j'ai fait un détour par ma rue, comme je le faisais depuis des semaines chaque fois que je voyais cette BMW inconnue garée devant chez moi à l'heure du déjeuner. Je l'avais vue 3 fois ce dernier mois, toujours au même endroit. Ce mardi-là, vers 17h45, elle était de retour. La BMW de Davison. Garée devant chez moi comme s'il en était le propriétaire. Je me suis garé à 4 rues de là et je suis revenu à pied, entrant discrètement par la porte du sous-sol. Les sons à l'étage ont confirmé ce que je soupçonnais depuis longtemps. Le rire de Claire, intime, sincère, comme je ne l'avais plus entendu depuis des années. La voix d'un homme inconnu, parlant à ma femme avec aisance et familiarité. Je suis resté dans le sous-sol plus d'1 heure, écoutant ces deux-là se déplacer dans ma maison, s'asseoir sur mes meubles, probablement boire mon whisky. La colère est montée lentement, méthodiquement, comme la pression dans une chaudière. J'ai regardé par la petite fenêtre quand Davison est enfin sorti, vers 19h15, confiant, détendu, consultant son téléphone en marchant vers sa voiture. Un bel homme, costume cher, l'allure de quelqu'un qui n'a jamais connu de vraies conséquences. Je l'ai suivi dehors, ma batte de baseball Louisville Slugger parfaitement équilibrée dans mes mains. La cagoule tirée de nos affaires d'hiver, enfilée sur mon visage. Son regard de surprise devenu peur quand il a compris. Le premier coup dans les côtes. Le deuxième, dans l'épaule. Le passage à tabac qui a suivi, précis, méthodique. Chaque coup pensé pour faire mal, sans provoquer de handicap permanent. La satisfaction de le voir gisant devant ma maison. Comprenant enfin que les actes ont des conséquences. L'essence de notre tondeuse. Les allumettes du kit d'urgence. L'intérieur cuir de la BMW prenant feu à une vitesse incroyable. Retirer le masque élégant. Me laver les mains dans l'évier du sous-sol. Me changer. Cacher les preuves dans l'atelier. Puis reprendre la voiture, faire le tour du pâté de maison, et rentrer à 18h47 à l'heure exacte pour découvrir la scène. Mon Oscar personnel pour le rôle du mari choqué, inquiet, innocent, devant les policiers. Le souvenir me fit sourire alors que je me garais devant la maison. L'épave carbonisée de la voiture de Davison avait déjà été remorquée, ne laissant qu'une tache noire sur l'asphalte. La voiture de Claire n'était plus là non plus. Probablement garée chez sa sœur, où elle se cachait depuis qu'elle avait reçu les papiers du divorce. À l'intérieur, la maison semblait différente. Plus propre, plus calme, plus à moi. Comme si, pendant tout ce temps, ce n'était qu'un espace partagé où je n'étais qu'un invité toléré. Je me servis 2 doigts de vin et m'assis dans le fauteuil en cuir, celui que Claire avait toujours détesté. Par la fenêtre du salon, j'apercevais Madame Patterson, notre voisine, en train de jardiner tout en essayant sans doute de capter le dernier ragot du quartier. Je la laissai regarder. L'enquête était close. Mon mariage aussi, à MES conditions. Et Davison, eh bien, il passerait les prochains mois à réapprendre à marcher correctement. Le goût du vin était celui de la victoire. Mon téléphone vibra. Un message de Claire. S'il te plaît, appelle-moi.
Il faut qu'on parle de la maison. Je supprimai le message sans répondre. On avait déjà assez parlé. Il était temps qu'elle apprenne ce qu'était désormais sa vie. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rouge. Dans quelques heures, je dormirai dans Monly, dans ma maison, sans devoir entendre la respiration de Claire ni ajuster le thermostat à exactement 20 degrés. Demain, je me réveillerai célibataire. Sans obligation envers personne d'autre que moi-même. Ça allait être une belle vie. 2 semaines après la finalisation du divorce, j'étais dans la cuisine, préparant un café rien que pour moi, en regardant les infos du matin. La météo annonçait une belle journée, ensoleillée, douce, parfaite pour la partie de golf prévue avec mon ami Mike. Claire avait déménagé complètement la veille, emportant uniquement ce que notre contrat prénuptial lui autorisait. Sa voiture, ses vêtements, ses bijoux, et l'amère prise de conscience du prix de ses choix. La maison paraissait immense sans elle, mais dans le bon sens. Comme si je pouvais enfin m'étirer après des années passées à vivre compressé dans un espace trop étroit. Le journal local mentionna la récupération de Davison. Il avait quitté l'hôpital avec une botte orthopédique et des broches dans les côtes. Des mois de rééducation à venir. L'enquête était officiellement close, faute de preuves ou de suspects. Le journaliste évoqua un possible vol qui aurait mal tourné. Je souris dans ma tasse de café. Mike vint me chercher à 9 h et nous avons passé la matinée au Riverside Country Club où j'avais maintenu mon adhésion durant tout le mariage, malgré les plaintes incessantes de Claire. Elle trouvait ça superficiel. Aujourd'hui, je comprends, c'était un investissement dans mon réseau post-divorce. En marchant vers le 10e trou, Mike dit. T'as l'air différent. Plus léger, je dirais. 12 années de poids mort, ça allège un homme. Des regrets? Demanda-t-il. Je réfléchis un instant, alignant mon swing. Sur le divorce? Aucun. Sur le fait d'avoir attendu si longtemps? Beaucoup. La balle fila, droite et nette, atterrissant exactement où je le voulais. Tout dans ma vie ressemblait à ça désormais, précis, intentionnel, à moi. Nous avons déjeuné au restaurant du club. Plusieurs connaissances sont venues à notre table pour m'offrir leurs condoléances et leurs félicitations. Dans notre cercle, l'adultère est encore considéré comme une trahison grave. Et tout le monde s'accordait à dire que j'avais agi avec dignité. Pendant le repas, Mike lança. Il paraît qu'elle loge chez ses parents pour l'instant. C'est dur. Non? Ce sont les conséquences, répondis-je. Mike hocha la tête avec approbation. Lui-même avait vécu un divorce douloureux 5 ans plus tôt, sans contrat prénuptial. Son ex avait pris la moitié de tout, et touchait encore une pension. T'as toujours été le plus malin, dit-il. L'après-midi, je suis rentré dans une maison entièrement à moi. Plus de discussions sur l'emplacement du canapé. Plus de disputes pour le chauffage. Plus besoin de me plier à l'humeur ou au rythme de quelqu'un d'autre. Je pouvais manger ce que je voulais, regarder ce que je voulais, dormir quand bon me semblait. La liberté avait un goût grisant. Claire, elle, avait du mal. À 34 ans, de retour chez ses parents. Obligée de tout recommencer à zéro, sans argent, sans réputation, sans crédit social. Quelques amis ont eu de la compassion. Mais la majorité s'est rangée de mon côté après avoir entendu toute l'histoire. Davison, selon la rumeur, avait rompu avec Claire dès sa sortie de l'hôpital. Il faut croire que se faire tabasser refroidit l'enthousiasme pour les aventures extra-conjugales. Je ne ressens aucune culpabilité. Aucune. Claire a fait ses choix. Davison aussi. Je m'étais simplement assuré que leur choix ait des conséquences appropriées. Ce soir-là, je me suis préparé le dîner parfait. Un steak saignant, exactement comme je l'aime. Un verre de ce vin que Claire jugeait toujours trop cher pour un soir de semaine. Et un dessert que je n'avais pas besoin de partager avec qui que ce soit. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, et le silence absolu qui m'entourait. En nettoyant la cuisine, le téléphone sonna. C'était le numéro de Claire. Je laissai l'appel passer en messagerie. Peu importe ce qu'elle avait à dire, ça ne m'intéressait pas. Notre histoire était terminée. Le message vocal dura 3 minutes, des sanglots, des supplications. Elle me demandait une autre chance, jurait qu'elle avait compris la leçon, me suppliait de reconsidérer les termes du divorce. Je l'ai supprimé sans même écouter jusqu'au bout. À 22 h,
je suis monté dans ma chambre, la mienne. Pas la nôtre, et je me suis préparé à dormir. Le lit king size s'étalait devant moi comme un océan de possibilités. Je pouvais dormir en diagonale comme une étoile de mer, ou empiler tous les oreillers d'un seul côté. Mais je me suis juste allongé sur le dos, bien au centre, les mains derrière la tête, fixant le plafond. La maison était parfaitement silencieuse. On n'entendait que le léger craquement du bois qui s'ajustait et le bourdonnement lointain du frigo en bas. Aucun pleur depuis la chambre d'amis. Aucun soupir m'accusant d'un crime imaginaire. Aucun faux sommeil avant un « il faut qu'on parle ». Juste, la paix. Je pensais à Davison, probablement allongé dans son lit, les côtes en feu, se demandant encore qui avait pu lui faire ça et pourquoi. Je pensais à Claire, pleurant dans son oreiller d'enfance, pendant que ses parents murmuraient à quel point elle était une déception. Et je pensais à la vie que j'allais construire à partir de maintenant, des voyages, de nouveaux loisirs, et peut-être, un jour, une relation avec quelqu'un qui comprendrait vraiment la valeur de la loyauté et de l'engagement. L'avenir s'étendait devant moi comme une autoroute libre. Dehors, le quartier s'endormait. Des chiens promenaient. Des lumières de Porsche encore allumées. Des familles suivant leur rituel du soir. Des gens ordinaires menant des vies ordinaires, la plupart ne connaîtront jamais la trahison que j'ai subie. Mais moi, j'y ai fait face de la manière la plus parfaite, méthodique et stratégique possible. Comme je le fais pour chaque défi de la vie. L'enquête policière. Classée. Le divorce. Finalisé. Mon patrimoine. Protégé. Ma réputation. Impeccable. La justice. Rendue à mes conditions. Et l'avenir, désormais, m'appartient. J'ai fermé les yeux, sombrant dans un sommeil profond et sans rêve. Le sommeil d'un homme à la conscience tranquille et sans le moindre regret. Commentaire Monsieur Reddit. Il y a ceux qui encaissent les coups. Et ceux qui les rendent, proprement, silencieusement, et légalement. Il n'a pas crié. Il n'a pas supplié. Il a simplement préparé chaque pièce du jeu. Et quand la reine a trahi, il a retourné l'échiquier. Checkmate.